Elle a envoyé un message, « Ne m'attends pas ce soir ». Je lui ai simplement répondu, « Ce n'était pas dans mes projets », et elle a paniqué. Le téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine à 20,47, son écran illuminant la pièce sombre. Il ne s'est pas précipité pour le prendre. Au lieu de cela, il a pris une autre gorgée lente de son whisky, laissant le liquide ambré brûler sa gorge alors qu'il fixait l'appareil depuis l'autre bout de la pièce. Il savait déjà ce qu'il dirait. Ou plutôt, il savait que ce serait un autre mensonge enveloppé dans des mots désinvoltes, livré avec le genre de confiance qui vient de moi de tromperie réussie. Je travaille tard encore. Ne m'attends pas ce soir. Il a posé son verre et s'est approché, ramassant le téléphone avec des mains fermes. Aucun tremblement, aucune poussée de colère. Ses réactions étaient mortes il y a 3 semaines quand il avait remarqué les changements pour la première fois. La façon dont elle inclinait son téléphone en envoyant des messages, le nouveau parfum qu'elle portait lors des soirées de travail tardives, l'enthousiasme suspect pour un emploi dont elle s'était plainte pendant des années. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Pendant un instant, il a envisagé de taper ce qu'il voulait vraiment dire. Mais il avait appris que la vérité livrée trop tôt ne donnait aux gens que le temps de fabriquer de meilleurs mensonges. Au lieu de cela, il a tapé quelques mots qui ressemblaient à de la glace quittant le bout de ses doigts. Ce n'était pas dans mes projets. Il a appuyé sur envoyer et a placé le téléphone face vers le bas sur le comptoir. Puis il est retourné à son whisky, s'installant dans le fauteuil en cuir qui faisait face à la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient au loin, indifférentes aux petits drames humains qui se jouaient dans des appartements comme le sien. Son esprit a dérivé 3 semaines en arrière. Cela avait commencé de manière assez innocente, un sentiment tenace, le genre qui s'installe dans vos tripes et refuse de partir. Elle avait dit qu'elle était à un dîner avec un client, mais quand elle est rentrée à la maison, il n'y avait aucun reçu dans son sac à main, aucune carte de visite, aucune mention du restaurant, juste des détails vagues et un changement rapide de sujet. La semaine suivante, il avait fait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il avait vérifié la facture de téléphone portable en ligne. Les journaux d'appel montraient des heures de conversation avec un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Toujours pendant les heures de travail, toujours quand elle disait être en réunion. Puis est venue la localisation. Il l'avait configurée des mois auparavant quand ils avaient tous les deux convenu que c'était une bonne mesure de sécurité. Comme ça, nous savons toujours que l'autre est en sécurité, avait-elle dit en souriant. Maintenant, ce sourire ressemblait à un couteau. 2 jours plus tôt, il avait regardé le petit point qui la représentait se déplacer sur la carte numérique. Il s'était arrêté à un hôtel du centre-ville. Le Grand View. Pas une réunion avec un client, pas son bureau. Elle y est restée pendant 3 heures. Il s'était assis dans sa voiture dans le parking de l'autre côté de la rue en observant l'entrée. Quand elle est finalement apparue, elle n'était pas seule. L'homme était grand, portait un costume cher, et quand il s'est penché pour lui embrasser la joue pour lui dire au revoir, elle avait souri d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Le genre de sourire qui illumine le visage entier de quelqu'un. Son téléphone a vibré à nouveau, le tirant de ses souvenirs. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Il pouvait imaginer son visage, la légère confusion laissant place à l'inquiétude. Elle était probablement assise dans cette chambre d'hôtel en ce moment même ou peut-être dans l'appartement du type. Où qu'elle soit, elle commençait à réaliser que son filet de sécurité n'était pas aussi sûr qu'elle le pensait. Cela veut dire exactement ce qu'il y a décrit. Profite de ta soirée. Une autre gorgée de whisky. La brûlure était devenue familière maintenant, presque réconfortante. Il avait passé la dernière semaine à se préparer pour ce moment. La valise était déjà prête, posée près de la porte. Ses vêtements, ses articles de toilette, les bijoux qu'il lui avait offerts au fil des ans, tout était soigneusement rangé. Il avait même inclus la photo encadrée de leur jour de mariage. Qu'elle se souvienne de ce qu'elle jetait. Le téléphone a sonné. Il a regardé son nom clignoter sur l'écran et n'a rien ressenti. C'était peut-être la partie la plus surprenante de tout cela. La colère s'était consumée. La douleur s'était calcifiée en quelque chose de plus dur. Maintenant, il n'y avait qu'une froide clarté, une résolution qui semblait presque paisible. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il s'est levé et a marché jusqu'à la chambre, sortant l'enveloppe en papier craft de sa table de nuit. À l'intérieur se trouvaient des impressions des relevés téléphoniques, des captures d'écran de son historique de localisation,
et un chèque en euros, la moitié de leur compte d'épargne. Il n'était pas vindicatif. Il voulait juste que cela soit fait proprement. Le téléphone a continué de sonner. Elle fixait l'écran de son téléphone, le regardant passer sur la messagerie vocale pour la 3e fois. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle le posait sur la table du restaurant. La lueur romantique des bougies semblait soudainement dure et révélatrice. « Tout va bien ?» a-t-il demandé de l'autre côté de la table. Daniel. Son collègue. Son erreur. Je dois y aller. Elle était déjà debout, attrapant son sac à main, son esprit parcourant à toute vitesse les implications de ces mots froids. Ce n'était pas dans mes projets. En 5 ans de mariage, son mari n'avait jamais été froid. Distant parfois, souvent fatigué, mais jamais froid, jamais méprisant. Quoi? Nous venons juste de commander. Je suis désolé. Je dois rentrer à la maison. Elle marchait déjà vers la sortie, ouvrant son application de covoiturage avec des doigts tremblants. Le restaurant, un établissement italien haut de gamme du centre-ville, très loin de son bureau, ressemblait soudainement à une scène de crime. Elle devait fuir. À l'arrière de la voiture, elle a essayé d'appeler à nouveau. Directement sur la messagerie vocale. Elle a envoyé un message, « Pouvons-nous parler ? Je rentre à la maison maintenant. » Le message est apparu comme lui immédiatement. Aucune réponse n'est venue. Son cœur martelait contre ses côtes. Pendant 6 mois, elle avait vécu dans 2 mondes. La vie confortable avec son mari. Sûre, prévisible, de plus en plus ennuyeuse. Et la vie secrète excitante avec Daniel. Palpitante, passionnée, dangereuse. Elle s'était convaincue qu'elle était prudente. Qu'elle avait tout sous contrôle. Ce n'était pas dans mes projets. Ces mots continuaient de résonner dans son esprit. Il n'était pas en colère. Il n'était pas blessé. Ils étaient quelque chose de pire. Ils étaient indifférents. Comme si elle était devenue une réflexion après coup, comme s'il avait déjà cessé de s'en soucier. Elle a ouvert leur application de localisation partagée, quelque chose qu'ils avaient configuré des années auparavant. Son point était à la maison, immobile. Mais quand elle a regardé son propre historique de localisation, son sang n'a fait qu'un tour. Elle avait oublié. Elle avait complètement oublié. Cela fonctionnait dans les 2 sens. Il pouvait voir chaque endroit où elle avait été. L'hôtel, l'appartement de Daniel, les restaurants qu'elle avait prétendu être des réunions avec des clients, tout. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré, sa main couvrant sa bouche. Depuis combien de temps savait-il? Des jours? Des semaines? Et il n'avait rien dit. Il avait juste regardé. Juste attendu. Le chauffeur l'a regardé dans le rétroviseur. Vous allez bien, mademoiselle? Pouvez-vous aller plus vite, s'il vous plaît? Le trajet de 20 minutes a semblé durer des heures. Elle a essayé de se souvenir de la dernière vraie conversation qu'ils avaient eue. Il y a 3 jours. 4. Elle avait été tellement prise par l'excitation de sa double vie qu'elle n'avait pas remarqué la façon dont il avait commencé à veiller plus tard, à boire davantage. La façon dont il avait cessé de poser des questions sur sa journée. La façon dont il avait commencé à la regarder comme si elle était une étrangère. Quand était-elle devenue cette personne? Elle a repensé à la façon dont cela avait commencé. Daniel avait rejoint son entreprise il y a 6 mois. Il était charmant, attentionné, tout ce que son mari n'était plus, ou tout ce qu'elle s'était convaincue que son mari n'était pas. Le premier café avait été innocent. Puis sont venus les déjeuners. Puis le premier mensonge sur le fait de travailler tard. Chaque mensonge avait été plus facile que le précédent. Chaque secret avait semblé plus palpitant. Elle s'était dit qu'elle méritait cette excitation, que son mari s'était trop installé dans le confort, trop prévisible, que l'étincelle avait disparu de leur mariage. Mais maintenant, assise à l'arrière de cette voiture, se précipitant chez elle pour faire face aux conséquences qu'elle avait été trop arrogante pour imaginer, elle voyait la vérité clairement. L'étincelle n'était pas morte. Elle l'avait étouffée. Le confort n'avait pas été ennuyeux. Il avait été sûr, réel, gagné par des années de partenariat. La voiture s'est arrêtée devant leur immeuble. Elle a tendu des euros au chauffeur et a couru vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton à plusieurs reprises. La montée jusqu'au 14e étage a semblé interminable.
Elle a essayé de planifier ce qu'elle dirait. Une excuse, une confession, un déni. Ce n'était pas dans mes projets. Non, il savait déjà. Tout ce qu'elle avait prévu de dire n'avait plus d'importance. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et elle a couru dans le couloir jusqu'à leur appartement. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine mettre la clé dans la serrure. Quand la porte s'est finalement ouverte, l'appartement était plongé dans l'obscurité à l'exception d'une seule lampe dans le salon. Il était assis dans son fauteuil, un verre de whisky à la main, la regardant avec des yeux qui ne contenaient aucune chaleur, aucune colère, juste un vide final et terrible. « Je peux expliquer » a-t-elle commencé. Il a levé la main, la faisant taire. « Le peux-tu » Sa voix était calme, mesurée. « Peux-tu vraiment expliquer pourquoi tu me mens depuis 6 mois ? Pourquoi tu couches avec ton collègue pendant que j'attendais ici comme un idiot, croyant chaque excuse ?» Ses yeux se sont remplis de larmes. « Depuis combien de temps sais-tu ? » 3 semaines. Il s'est levé lentement, posant son verre. 3 semaines à te regarder me mentir en plein visage. 3 semaines à décider quel genre d'homme je veux être. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. Cela ne signifiait. Ne le dis pas. Le mot a claqué comme un fouet. Ne m'insulte pas davantage en disant que cela ne signifiait rien. Si cela ne signifiait rien, tu ne l'aurais pas fait des dizaines de fois. Tu n'aurais pas menti des dizaines de fois. Elle l'a remarqué à ce moment-là. La valise près de la porte. Elle a fixé la valise comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. Du cuir noir, l'ensemble coûteux qu'ils avaient acheté ensemble pour leur lune de miel en Grèce. Maintenant, elle était posée là comme une pierre tombale marquant la mort de tout ce qu'ils avaient construit. Ce n'est pas. Tu n'es pas. Elle ne pouvait pas terminer la phrase. Les mots semblaient trop réels, trop définitifs. Il a suivi son regard et a laissé échapper un rire amer. Te jeter à la rue ? Non, je ne suis pas assez cruel pour faire ça au milieu de la nuit. Il est passé devant elle vers la cuisine, mettant une distance physique entre eux. C'est ta valise. Je l'ai préparée pour toi. Tu peux la prendre ce soir ou tu peux dormir dans la chambre d'amis et la prendre demain. C'est ton choix. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'écoute depuis 6 mois, l'a-t-il interrompu, sa voix toujours étrangement calme. J'ai écouté des excuses créatives sur des réunions tardives et des dîners avec des clients. Je t'ai écouté parler du stress au travail alors que tu étais en réalité à l'hôtel Grandview. J'ai fini d'écouter des mensonges. Elle a senti ses jambes faiblir et s'est effondrée sur le canapé. Que sais-tu ? Il a sorti son téléphone, tapant sur l'écran à quelques reprises avant de le tourner vers elle. Elle a vu son propre historique de localisation, une carte accablante de sa tromperie, des points rouges au bâtiment de l'appartement de Daniel, des points rouges à divers restaurants qu'elle n'avait jamais mentionnés, des points rouges à cet hôtel. Chacun étant un clou dans le cercueil. J'en sais assez, a-t-il dit, remettant le téléphone dans sa poche. Je sais pour Daniel. Je sais que cela dure depuis avril. Je sais que tu m'as menti en plein visage environ 73 fois. Oui, j'ai compté. Les larmes coulaient librement maintenant. C'était stupide. C'était tellement stupide. Je ne sais même pas pourquoi je... Ne le sais-tu pas ? Il s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. Parce que j'ai passé 3 semaines à y penser. Pourquoi ai-je été un mauvais mari ? T'ai-je ignoré ? Maltraité ? Non, tu étais. Tu étais parfait. C'était presque le problème. Ses sourcils se sont levés. J'étais trop bon avec toi, alors tu as triché. Ce n'est pas ce que je veux dire. Elle s'est essuyé le visage rudement. Tout était tellement routinier. Se réveiller, aller au travail, rentrer à la maison, dîner, télévision, dormir. Jour après jour, les mêmes conversations, la même chose pour tout. J'avais l'impression de disparaître dans cette vie confortable et ennuyeuse. Alors, tu as créé du drame en détruisant notre mariage. Je ne réfléchissais pas. Non, tu réfléchissais. Tu y as pensé chaque fois que tu as supprimé un message texte. Chaque fois que tu as menti sur l'endroit où tu étais, chaque fois que tu es rentré à la maison et que tu as fait semblant que tout allait bien. Son calme se fissurait maintenant, la colère s'infiltrant. Tu y as pensé et tu as décidé que toute l'excitation que tu obtenais valait plus que ce que nous avions.
Elle s'est levée, désespérée de lui faire comprendre. Ce n'était pas comme ça. Daniel. Il m'a fait me sentir jeune à nouveau. Vivante. Comme si je comptais, comme si j'étais intéressante. Et je ne le faisais pas. Maintenant, la colère était évidente. J'ai travaillé des semaines de 60 heures pour t'aider à démarrer ton entreprise. Je t'ai soutenu pendant la maladie de ta mère. J'ai appris à cuisiner tes plats préférés. J'ai organisé des week-ends surprises. Je t'aimais. Il s'est arrêté, se corrigeant. J'aimais celle que je pensais que tu étais. Ces mots l'ont frappé comme un coup physique. Au passé. Il parlait déjà au passé. Tu m'aimes toujours, a-t-elle dit désespérément. Je sais que tu m'aimes. Si ce n'était pas le cas, tu ne serais pas aussi en colère. Je ne suis pas en colère. Il l'a dit si doucement qu'elle ne l'a presque pas entendu. J'étais en colère il y a 3 semaines. J'étais furieux. Je voulais crier, jeter des choses et exiger des réponses. Mais la colère demande de l'énergie et je suis épuisé. Il a passé une main dans ses cheveux. Je suis fatigué d'être la personne qui s'en soucie le plus. Je suis fatigué d'être celui qui est fidèle. Je suis fatigué d'être pris pour un idiot. Tu n'es pas un idiot. Je le suis. Je suis l'idiot qui a failli détruire la meilleure chose de ma vie. Elle a avancé vers lui, mais il a reculé. S'il te plaît. S'il te plaît, nous pouvons réparer ça. Une thérapie. Tout ce dont tu as besoin. Je quitterai mon emploi. Je ne le reverrai plus jamais. Tu ne le reverras plus jamais. Il a ri et le son était creux. C'est ton grand geste. Promettre de ne plus coucher avec ton partenaire de liaison. C'est le strict minimum de la décence humaine, pas un sacrifice. Alors dis-moi ce que tu veux. Dis-moi comment réparer ça. Il est resté silencieux pendant un long moment, la fixant avec ses yeux vides. Tu ne peux pas réparer ça. Tu ne peux pas effacer ce qui a été fait. Tu ne peux pas me faire oublier ce que j'ai vu. Sais-tu ce que c'était que de te voir sortir de cet hôtel? De te voir lui sourire de la façon dont tu me souriais. Elle a secoué la tête, incapable de parler. Ça a tué quelque chose en moi. La partie qui croyait en nous, la partie qui pensait que nous étions différents de tous ces couples qui s'effondrent. La partie qui te faisait totalement confiance. Il a pris l'enveloppe en papier craft sur le comptoir. J'ai divisé nos biens. Ce chèque en euros représente la moitié de nos économies. L'appartement est à nos 2 noms, mais je rachèterai ta moitié. Mon avocat te contactera la semaine prochaine. Avocat. Le mot est sorti comme un murmure. Pensais-tu que nous allions simplement passer à autre chose, avoir quelques conversations difficiles et revenir à la normale? Il a secoué la tête. Il n'y a plus de normalité. Tu as détruit la normalité quand tu as décidé que l'attention de quelqu'un d'autre valait plus que nos vœux. J'ai fait une erreur. Non. Sa voix était ferme. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est un commentaire irréfléchi. Ce que tu as fait était un choix. Des centaines de choix faits sur 6 mois. Chacun de le choisissant lui plutôt que moi. Elle s'est effondrée sur le canapé, son corps secoué par les sanglots. Je t'aime. Je t'aime toujours. Peut-être que oui, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais l'amour ne suffit pas. L'amour sans respect, sans honnêteté, sans loyauté. Ce n'est pas un mariage. Ce ne sont que des mots. Le silence qui a suivi était suffocant. Elle était assise sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains, tandis qu'il se tenait dans la cuisine, les jointures blanches alors qu'il agrippait le comptoir. L'horloge sur le mur égrenait des secondes qui semblaient être des heures. Quand l'as-tu découvert, a-t-elle finalement demandé, la voix brisée. Tu as dit il y a 3 semaines. Que s'est-il passé il y a 3 semaines? Il s'est versé un autre verre. Ses mouvements délibérés et contrôlés. Tu veux vraiment savoir? Tu veux entendre comment j'ai découvert que ma femme me trompait? Elle a hoché la tête, incapable de croiser son regard. C'était un mardi. Tu avais dit que tu avais un dîner avec un client chez Giovanni. Tu portais cette robe bleue, celle que je t'avais achetée pour ton anniversaire. Il a pris une gorgée.
Je travaillais à domicile et je me suis rendu compte que tu avais oublié ton ordinateur portable. J'ai pensé te faire une surprise. L'apporter au restaurant pour que tu l'aies pour ta réunion du matin. Son estomac s'est noué. Elle se souvenait de cette nuit. Ce n'était pas chez Giovanni. C'était l'appartement de Daniel. Mais quand j'ai vérifié notre application de localisation pour voir si tu étais toujours au dîner, tu n'étais pas chez Giovanni. Tu étais dans un immeuble résidentiel à Riverside. Je me suis assis dans ma voiture devant cet immeuble pendant 2 heures à observer l'entrée, me disant qu'il devait y avoir une explication. Peut-être que le client vivait là. Peut-être que le lieu du dîner avait changé. Il a posé son verre plus fort que nécessaire. Puis je t'ai vu sortir. Tu riais, tu ajustais ta robe, et il était avec toi. Il t'a embrassé. Pas un baiser amical, pas un baiser de collègue. Et tu l'as embrassé en retour comme si tu le pensais vraiment, comme s'il était quelqu'un qui comptait. Oh, mon Dieu, a-t-elle murmuré. Je suis rentré à la maison cette nuit-là et j'ai fait semblant de dormir quand tu es rentré. Tu as grimpé dans notre lit à côté de moi et tu t'es endormi comme si de rien n'était. C'est là que j'ai su que ce n'est pas une erreur isolée. C'était la routine pour toi. Pourquoi ne m'as-tu pas confronté à ce moment-là? Parce que j'avais besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Pas seulement ce que tu admettrais une fois prise au piège. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier, le faisant glisser sur le comptoir vers elle. Alors, j'ai fait mes devoirs. Elle l'a ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des messages textes imprimés, des captures d'écran d'appel, des relevés de cartes de crédit soulignant des dépenses dans des hôtels et des restaurants. Toute sa liaison documentée noir sur blanc. Tu as piraté mon téléphone. Je n'en ai pas eu besoin. Tu as utilisé notre ordinateur portable partagé pour sauvegarder tes messages. Tu es devenue négligente, trop à l'aise dans tes mensonges. Il a pointé du doigt un échange en particulier. Celui-là est mon préféré. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Tu m'as dit que tu avais une intoxication alimentaire. Pendant ce temps, tu lui envoyais des messages concernant la chambre d'hôtel qu'il avait réservée. Elle se souvenait que Daniel l'avait surprise avec des roses et du champagne au Grand View. Elle avait dit à son mari qu'elle était trop malade pour sortir pour leur dîner traditionnel de la Saint-Valentin. Il avait été tellement inquiet, tellement attentionné, lui apportant de la soupe et des biscuits salés qu'elle avait fait semblant de manger. J'ai passé cette nuit-là à prendre soin de toi, a-t-il continué, la voix se brisant légèrement. Inquiet pour toi alors que tu lui envoyais des messages sur à quel point il était romantique. As-tu une idée de ce que l'on ressent quand on réalise que la personne pour laquelle on s'inquiète est allongée dans son lit en train d'envoyer des messages à quelqu'un d'autre? Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je suis tellement, tellement désolé. Arrête de dire ça. Il a frappé du poing sur le comptoir, la faisant sursauter. Être désolé ne répare rien. Être désolé n'efface pas 6 mois de trahison. Être désolé ne me rend pas le temps que j'ai perdu à aimer quelqu'un qui ne me respectait pas assez pour être honnête. Ils se tenaient là dans les ruines de leur mariage, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit pesant sur eux. Finalement, elle a parlé, sa voix à peine audible. Quand as-tu cessé de m'aimer? Il l'a regardée à ce moment-là, l'a vraiment regardée, et elle a vu quelque chose changer dans son expression. C'est la pire partie. Je n'ai pas cessé. J'ai passé 3 semaines à essayer de te détester, à essayer de ne rien ressentir, mais je t'aime toujours, et c'est ce qui rend la douleur encore plus forte. De nouvelles larmes ont coulé sur son visage. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas parce que l'amour ne suffit pas? Il criait maintenant, des années de retenue s'effondrant. Je t'aime, mais je ne te fais pas confiance. Je t'aime, mais je ne te respecte pas. Je t'aime, mais chaque fois que je te regarde, je te vois avec lui. Je vois chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment où tu l'as choisi lui au lieu de nous. Elle a essayé de parler, mais il a continué, les mots se déversant comme un barrage qui cède. Sais-tu à quoi ont ressemblé ces 3 semaines? Faire semblant que tout était normal alors que je mourais à l'intérieur. Te regarder me mentir en plein visage alors que je connaissais la vérité. J'ai à peine dormi. J'ai à peine mangé. J'ai perdu 12 livres. Mes collègues de travail pensent que je suis malade. Et pendant tout ce temps, tu vivais ta double vie, pensant que tu t'en tirais à bon compte. Je n'ai jamais voulu te blesser. Mais tu l'as fait.
Tu m'as détruit. Tu as pris tout ce qu'il y a de bon entre nous et tu y as mis le feu parce que tu t'ennuyais. Il s'est essuyé les yeux brutalement. Et la pire partie, la partie absolument la pire, c'est qu'une partie de moi veut toujours te pardonner. Veut toujours croire que nous pouvons réparer cela. Et je me déteste pour cette faiblesse. Elle s'est levée et a avancé vers lui lentement, prudemment, comme on s'approche d'un animal blessé. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'amour. Le véritable amour. Le genre que j'ai jeté comme si de rien n'était. Non. Il a levé une main. N'essaie pas de transformer ça en un moment romantique où nous réalisons que nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Ce n'est pas un film. C'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, les actions ont des conséquences. Je le sais. Je sais que j'ai tout détruit. Mais s'il te plaît, dis-moi juste une chose. Elle a pris une inspiration tremblante. A-t-il une quelconque partie de toi qui pense que nous pourrions survivre à cela? Une quelconque partie? Il est resté silencieux pendant si longtemps qu'elle a pensé qu'il ne répondrait pas. Quand il a finalement parlé, sa voix était à vif à cause de l'émotion. Il y a 6 mois, j'aurais dit que nous pourrions survivre à n'importe quoi. Nous avions traversé tellement de choses ensemble. La mort de ta mère, la crise cardiaque de mon père, la fausse couche. Nous avons survécu à tout cela en nous accrochant l'un à l'autre. Je pensais que nous étions incassables. Nous pouvons l'être à nouveau. Non. Il a secoué la tête fermement. Nous ne pouvons pas parce que toutes ces choses, c'était des choses qui nous sont arrivées. Ceci. C'est quelque chose que tu nous as fait. Tu as fait le choix, chaque jour pendant 6 mois, de me trahir. Ce n'est pas quelque chose à quoi nous avons survécu ensemble. C'est quelque chose que tu as fait seul. La vérité de ces mots s'est posée sur elle comme un linceul. Elle s'est laissée retomber sur le canapé, toute combativité l'ayant quittée. Alors, c'est vraiment la fin. Nous sommes vraiment terminés. Je ne sais pas, a-t-il admis. Et pour la première fois, elle a entendu de l'incertitude dans sa voix. Une partie de moi veut te dire de prendre cette valise et de partir tout de suite. Une partie de moi ne veut plus jamais te revoir. Mais une partie de moi. Il a laissé sa phrase en suspens. Une partie de toi quoi? Une partie de moi se souvient du jour de notre mariage. Se souvient de la façon dont tu me regardais comme si j'étais ton monde entier. Une partie de moi se souvient de chaque bon moment que nous avons passé. Et cette partie est en deuil comme si quelqu'un était mort. Parce que d'une certaine manière, c'est le cas. La version de toi que je croyais connaître, la version de nous que je croyais que nous étions. Cela est mort il y a 3 semaines devant l'appartement de Daniel. Les premiers rayons de l'aube perçaient à travers les fenêtres lorsqu'ils ont finalement été à court de mots. Elle était toujours sur le canapé, épuisée d'avoir pleuré. Il était assis dans son fauteuil, la bouteille de whisky presque vide, fixant le vide. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit dans le silence. Sur les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Je n'ai pas besoin de l'entendre. S'il te plaît, accorde-moi ça. Laisse-moi au moins essayer d'expliquer. Pas d'excuser, mais d'expliquer. Il a hoché la tête une fois, sans la regarder. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'étais perdu. Je travaillais dans un emploi sans avenir, je vivais dans ce minuscule appartement avec 3 colocataires. Aucune idée de ce que je voulais de la vie. Tu étais tellement sûr de tout, tellement confiant et stable. Tu m'as fait me sentir en sécurité pour la première fois de ma vie. Elle a fait une pause, rassemblant ses pensées. Nous avons construit cette vie ensemble, et c'était bien. C'était tellement bien. Mais quelque part en cours de route, j'ai commencé à avoir l'impression que je disparaissais à l'intérieur. À l'intérieur de nous. Je ne pouvais plus me souvenir de qui j'étais avant toi. Je ne pouvais plus me souvenir de ce que je voulais. Ce qui n'était pas ce que nous voulions. Alors, tu as trompé. Alors, j'ai paniqué, a-t-elle corrigé. Daniel m'accordait de l'attention non pas en tant que ta femme, non pas en tant que partie de nous, mais en tant que moi. Il ne connaissait pas le couple que nous étions. Il me connaissait juste moi. Et pour quelqu'un qui se sentait invisible, cette attention ressemblait à une bouffée d'air frais. Tu n'étais pas invisible, a-t-il dit doucement. Je te voyais tous les jours. Tu voyais ta femme. La personne que j'étais devenue. Mais m'as-tu vu, moi?
La personne que j'essayais de découvrir si j'étais toujours, sous tous ses rôles et responsabilités. Il l'a finalement regardé. Ce n'est pas juste. Tu ne m'as jamais dit que tu ressentais cela. Comment étais-je censé le savoir? Tu as raison. J'aurais dû te parler. J'aurais dû être honnête sur le fait de me sentir perdu. Au lieu de cela, j'ai fait le pire choix possible. J'ai essayé de me trouver en nous détruisant. Elle a ri amèrement. L'ironie, c'est que cela n'a même pas marché. Je ne me suis pas trouvé. Je suis juste devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un qui ment, qui triche et qui blesse la personne qu'il aime le plus. La pièce est retombée dans le silence. Dehors, la ville se réveillait. Des klaxons de voitures, des sirènes lointaines, le monde qui continuait, indifférent à leur douleur. J'ai pensé à quelque chose, a-t-il dit finalement. Ces 3 dernières semaines, j'ai pensé à beaucoup de choses, mais celle-ci revient sans cesse. Si je ne l'avais jamais découvert, aurais-tu continué à le faire? Elle voulait mentir, voulait dire non, qu'elle était de toute façon sur le point d'y mettre fin. Mais elle lui devait d'être honnête maintenant, même si cela faisait mal. Je ne sais pas. Probablement. Je m'étais convaincu que je pouvais gérer les deux, que je pouvais avoir la sécurité avec toi et l'excitation avec lui, que je pouvais continuer à faire tourner toutes les assiettes pour toujours. Au moins, tu es honnête maintenant. Pour ce que ça vaut. Il s'est levé lentement, le corps raide d'être resté assis toute la nuit. Je vais prendre une douche. Quand je sortirai, j'ai besoin que tu sois parti. Pas pour toujours nécessairement, mais pour le moment. J'ai besoin d'espace pour réfléchir sans que tu sois là. Elle a hoché la tête, la peur lui serrant la poitrine. Où dois-je aller? Je m'en fiche. Un hôtel, chez une amie, l'appartement de Daniel pour ce que ça m'importe. Juste pas ici. Que se passe-t-il ensuite? Il s'est arrêté à la porte de la chambre. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. J'ai besoin de temps. Peut-être des jours, peut-être des semaines, peut-être des mois. J'ai besoin de découvrir si l'homme que je veux être est quelqu'un qui peut pardonner cela ou si j'ai besoin d'être quelqu'un qui s'en va. Et moi? Que suis-je censé faire? Ce n'est plus mon problème. Sa voix était plus dure maintenant. Tu es une adulte. Tu as fait des choix d'adulte. Trouve une solution. Pendant 6 mois, tu as trouvé comment vivre une double vie. Maintenant, trouve comment vivre avec les conséquences. Il a disparu dans la chambre et elle a entendu la douche démarrer. Elle est restée assise là pendant un moment à fixer la valise près de la porte. C'était réel. Cela se passait vraiment. Avec des mouvements mécaniques, elle a vérifié la valise. Il avait fait les bagages avec soin, assez de vêtements pour une semaine, ses articles de toilette, son ordinateur portable, même son chargeur de téléphone. Rien n'avait été oublié, rien pour lui donner une excuse de revenir immédiatement. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler ses contacts. Pas Daniel. Elle ne voulait plus jamais le revoir. La liaison qui avait semblé si excitante lui paraissait maintenant sordide et pathétique. Pas sa sœur. Elle ne pouvait pas affronter son jugement. Finalement, elle s'est arrêtée sur Rachel, sa meilleure amie depuis l'université. Allô? La voix endormie de Rachel a répondu. C'est moi. Est-ce que je peux rester avec toi pendant quelques jours? Quoi? Pourquoi? Que s'est-il passé? Il sait tout. Il sait. Et je pense que mon mariage est terminé. Oh, ma chérie. Bien sûr. Viens maintenant. Je vais préparer du café. Elle a mis fin à l'appel et s'est levée, agrippant la poignée de la valise. L'appartement avait l'air différent maintenant, comme un musée d'une vie qui n'existait plus. Des photos sur les murs de moments plus heureux. Le canapé où ils avaient passé d'innombrables soirées. La cuisine où ils avaient cuisiné ensemble, ri ensemble, construit une vie ensemble. Elle a attrapé un morceau de papier sur le bloc-notes près du téléphone et a écrit rapidement « Je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais si tu décides que tu veux essayer, je passerai le reste de ma vie à prouver que je peux être la personne que tu pensais que j'étais, la personne que j'aurais dû être depuis le début. Je t'aime. Je suis désolé ne suffit pas, mais je suis désolé.
Elle a laissé le mot sur le comptoir de la cuisine, a pris sa valise et a marché jusqu'à la porte. Elle s'est arrêtée là, la main sur la poignée, écoutant l'eau de la douche couler. Une partie d'elle voulait faire irruption dans la salle de bain pour supplier une fois de plus, mais elle avait fait assez de dégâts. La porte s'est refermée derrière elle avec un doux cliquetis qui a résonné comme un coup de feu. À l'intérieur de l'appartement, il se tenait dans la douche, laissant l'eau chaude marteler ses épaules. Il a entendu la porte d'entrée se fermer et a senti quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Il pensait chaque mot. Il avait effectivement besoin d'espace. Il avait effectivement besoin de temps. Mais il savait aussi quelque chose qu'il ne lui avait pas dit. Il avait déjà commencé à consulter un thérapeute. Pas une thérapie de couple. Une thérapie individuelle pour découvrir qui il était sans elle. Pour comprendre s'il pouvait reconstruire la confiance. Pour décider si l'amour, même un amour blessé, valait la peine qu'on se batte pour lui. Il ne connaissait pas encore la réponse. Peut-être que dans une semaine, il l'appellerait. Peut-être que dans un mois, il déposerait les papiers du divorce. Peut-être que dans un an, il trouverait le moyen de revenir l'un vers l'autre, différents mais entiers. Ou peut-être qu'il apprendrait que certaines choses brisées, peu importe à quel point vous les aimez, ne peuvent pas être réparées. Que parfois, partir est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Il a fermé l'eau et a attrapé une serviette. Par la fenêtre de la salle de bain, le soleil se levait sur la ville. Un nouveau jour, un nouveau départ. Quoi qu'il se passe ensuite, il y ferait face. En tant qu'homme qui s'estimait assez pour exiger mieux. En tant qu'homme qui avait compris que l'amour sans respect n'est que de jolis mots. En tant qu'homme qui savait que parfois la décision la plus difficile est aussi la bonne. Il s'est habillé lentement, puis a marché vers l'appartement vide. Le mot était posé sur le comptoir. Il l'a lu une fois, puis l'a plié et l'a mis dans le tiroir de son bureau sans répondre. Peut-être qu'un jour il aurait une réponse pour elle. Mais aujourd'hui, la seule personne à qui il devait des comptes était lui-même. L'appartement était silencieux, vide, mais paisible. Il a préparé du café, a ouvert son ordinateur portable et a commencé le travail de construction d'une vie dont il pourrait être fier. Avec ou sans elle. Dehors, la ville continuait sa routine matinale. Les gens allaient au travail. Le soleil montait plus haut. La vie continuait. Et quelque part dans ce vaste paysage urbain, deux personnes qui avaient autrefois été tout l'une pour l'autre apprenaient à exister séparément. Chacun portant sa propre douleur, ses propres regrets, son propre espoir, minuscule et fragile, que peut-être, d'une manière ou d'une autre, ils trouveraient leur chemin. Que ce soit ensemble à nouveau ou seul pour avancer. La fin n'était pas encore écrite. Certaines histoires n'ont pas de conclusion nette. Parfois, elles ont juste des moments où les gens doivent choisir qui ils veulent devenir. Et dans ce choix réside la seule vérité qui compte.